Bienvenue dans l'œil du coach. Ici, on ne juge pas, on comprend. Je suis Johanna Yawadjamen, coach thérapeute. Installe-toi, on y va. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission, l'œil du coach. Je suis Johanna Yawadjamen, je suis coach thérapeute spécialisée dans l'accompagnement de la sortie du trauma et des blessures relationnelles. Dans ce podcast, je vais poser un regard professionnel, humain et responsable sur nos manières d'aimer, de choisir, de nous attacher et parfois de répéter les mêmes schémas. Ici, il ne va pas être question de juger, ni d'accuser, ni de ridiculiser qui que ce soit. Ce podcast, ce n'est pas non plus un espace de commérage, mais ça va être un espace pour nous permettre de comprendre et d'avoir une conscience dans nos relations et nos interactions avec les autres. Il y aura plusieurs saisons et en fait, on va s'appuyer pour la première et la deuxième saison sur l'émission Love is Blind France. Alors, ce ne sera pas pour commenter une énième télé-réalité, mais pour éclairer sur des dynamiques universelles, la projection, la peur de l'abandon, l'évitement et finalement la maturité émotionnelle. Alors, je vais préciser un point important. Je parle uniquement à partir des images diffusées. Donc, je sais que dans ce genre d'émission, les versions sont partielles. J'ai cru comprendre que des candidats ont été, à la suite de la diffusion de l'émission, sur des plateaux, ils ont discuté, ils ont donné d'autres versions. Donc, je ne vais pas parler de ce que je n'ai pas vu et de ce que je ne connais pas parce que je n'ai pas la connaissance de ces ajouts-là. Donc, mais je vais m'appuyer uniquement sur la diffusion de l'émission. Je veux aussi préciser que je ne suis pas psychologue, je suis coach thérapeute. Donc, il ne s'agit pas d'étiqueter les candidats. Je ne pose aucun diagnostic sur eux. Je parle uniquement des dynamiques de comportement observables et mon but, c'est de pouvoir aider à partir de ces modèles finalement qui sont un peu de tout un chacun. Je parle des dynamiques donc observables que on peut retrouver chez tout le monde dans la vie de monsieur, madame, tout le monde. Et je pense que si certaines situations résonnent en vous, en moi-même, par moments, je me suis reconnue dans le passé, avant restauration. Eh bien, je pense que ce n'est pas un hasard, et puis ce n'est pas un hasard que ça nous ait interpellés, qu'il y ait eu autant de buzz autour de ce programme, parce que, eh bien, ça vient nous chercher et on peut se reconnaître au travers de certains candidats. Donc, ce podcast, donc, c'est une invitation à se regarder avec honnêteté, douceur et responsabilité. Alors, installe-toi et on commence. Alors, en premier lieu, il y aura toujours ce modèle-là, donc dans chaque podcast. Il y aura l'œil du coach. Donc, c'est ce que j'observe. Alors, dans cette saison 1, je ne suis pas encore à proprement parler dans le cœur de l'histoire. Là, dans cette saison 1, on est juste, si vous regardez l'émission ou si vous avez eu à regarder dans l'émission, on va être au niveau des potes, c'est-à-dire ce moment où la vie commune n'a pas commencé. C'est ce moment où on apprend à se connaître, ce moment où on discute ensemble, ce moment où on se rencontre. Donc, on n'est pas encore dans la relation à proprement parler. On est dans l'avant-relation, on est dans la rencontre.
C'est-à-dire que avant même que les couples vivent euh, leur histoire, il y a cette phase-là où on est en train de se présenter. On se séduit, on se raconte, on exprime ses besoins, on annonce les valeurs que l'on porte, on expose aussi ses blessures, on choisit quelqu'un et on se laisse aussi choisir. Et ce moment est crucial parce que c'est un moment où il y a de la projection. Avant d'aimer vraiment quelqu'un, on commence à imaginer. Avant de connaître vraiment la personne, on est un peu dans le domaine du fantasme, on remplit les trous. Avant de vivre la réalité, on est en train de construire un scénario. Et c'est là où je veux t'amener tout doucement. Et en réalité, ce que tu projettes dans cette phase-là, ça dit beaucoup plus de choses sur toi que sur l'autre. Et dans les potes, donc dans ce moment avant le début de la relation, on choisit souvent parce que, eh bien, on a entendu une phrase qui a touché notre manque, parce que on s'est senti vu, parce qu'on a eu le sentiment que cette personne va me faire du bien. Et là, attention, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est tout à fait humain. Mais ça peut devenir dangereux quand, eh bien, on cherche un sauveur, on cherche un pansement, on cherche une preuve que oui, moi je mérite d'aimer, pardon, je mérite d'être aimé, ok? Quand on cherche à gagner plutôt que vraiment à vivre l'histoire. Et dans un deuxième temps, ce sera l'œil du coach. Et je vais vous dire, donc dans ce que j'ai observé, je vais vous dire ce qui se joue vraiment. Ok, je vais parler d'une manière neutre, donc ce qui se passe, donc de manière neutre, et je vais vous dire au-delà de ce que l'on observe, ce qui est réellement en train de se jouer entre les deux protagonistes. Donc derrière les rencontres, on retrouve très souvent des scénarios relationnels qui sont inconscients. Donc les personnes ne se rendent pas du tout compte qu'elles sont en train de euh, euh, mimer tel ou tel scénario. Et je vais vous donner 5 types de scénarios relationnels. Et forcément, vous allez vous rendre compte que peut-être qu'il y a un morceau de toi quelque part dans un de ces scénarios. Alors, il y a le scénario 1. Ce scénario qui dit sauve-moi. C'est dans un scénario, le cœur qui dit j'ai été trahi, abandonné, déçu. Viens, j'ai besoin que tu me répares. Et ce n'est pas de la manipulation, mais c'est quelqu'un qui exprime une détresse. Mais le problème, c'est que quand je viens en couple pour être réparé, je ne viens pas pour être avec l'autre pour recevoir, mais je viens pour être en thérapie. Et cette relation-là devient une thérapie. Et généralement, ça finit pas très bien. Parce que l'autre en face, souvent lui aussi, il a envie de d'autre chose. Et parfois, celui qui, ok, il est d'accord pour être ton thérapeute, quand tu guéris et que donc tu deviens normal, il ne veut pas être autre chose que ton thérapeute. Donc, ça finit pas très bien généralement ces couples-là. Deuxième scénario. Donc, celui qui se positionne, il voit ta détresse, il se dit, ok, je vais te sauver. Alors, c'est l'autre versant, le sauveur. J'aime les personnes blessées. Je me sens utile, je me sens forte pour pouvoir te sauver. Et au début, ça ressemble à de l'amour. Mais en réalité, c'est une identité. C'est être celui qui est fort, celui qui tient l'autre.
Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la relation devient sauveur-sauvé. Et ce duo finit souvent en épuisement parce qu'il y en a un qui il peut voir ses blessures, être conscient de ses blessures, mais ne pas avoir besoin ni vouloir que quelqu'un vienne le sauver et ne pas vouloir que son conjoint joue ce rôle-là. Donc, ça devient souvent un problème de pouvoir parce que il y a dans ce sauvetage, cette notion de laisser son pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Et c'est un problème. Le scénario 3 qui dit, s'il te plaît, choisis-moi. Choisis-moi parce que sinon, si tu ne me choisis pas, je vais m'effondrer. Et lorsque il y a une compétition, c'est le drame. Et si alors généralement dans les couples, les gens se retrouvent avec des personnes. Vous allez vous rendre compte quand il y a des blessures, les gens se retrouvent toujours en couple avec des personnes qui animent leurs blessures. Donc quelqu'un qui va être avec cette identité, choisis-moi sinon je m'effondre, va toujours se retrouver avec un coureur de jupons, avec une coureuse de pantalons. Et ça va être l'occasion de se retrouver dans des scénarios où il y a de la comparaison, il y a des ultimatums, il y a des crises, il y a de la pression, il y a de l'instabilité, il y a ça ressemble à de la passion, tout ça, mais c'est que des drames, des drames, des drames, des drames, des drames. Et systématiquement, dans cette relation, la personne va être mise en face de sa peur du rejet, sa peur d'être abandonnée. Et voilà, le drame. Scénario 4. Je fuis le conflit, je n'aime pas les conflits. Ici, la personne veut tout ce qui est fluide, ce qui est simple, ce qui est léger. Elle veut du sans problème. Mais, et souvent, ce genre de personnes peuvent se laisser penser ou faire penser à leur entourage qu'elles sont très matures. Mais souvent, c'est pas de la maturité, mais c'est une stratégie de fuite, c'est une stratégie d'évitement. Et souvent, bah, si je fuis le conflit, bah, en réalité, je fuis aussi la vérité. Et donc, ça va être des situations relationnelles où bah, beaucoup d'incompréhension, aussi beaucoup de solitude finalement pour l'autre et pour l'un et pour l'autre, beaucoup d'incompréhension. Scénario 5, enfin, je choisis par peur, pardon. C'est un scénario qui est très fréquent et très discret. Alors, on a l'impression de se lancer dans des histoires à cœur perdu. On ne voit pas, on ne s'en rend pas compte, mais en réalité, on prend des décisions basées sur la peur. Et sauf que prendre des décisions basées sur la peur, ça donne rarement quelque chose de bon. Là, je ne fais pas un choix parce que j'ai envie, je ne fais pas un choix avec le cœur parce que c'est vraiment ce qui me pousse, ce qui me motive, mais je vais plutôt faire un choix qui me rassure. Alors ça donne des relations très correctes, mais pas très vivantes. Et surtout, ça donne des relations où il y a peu d'amour et qui sont pilotées par le je ne veux plus souffrir. En 3, je vais vous donner des clés pour aimer autrement. Et je vais te dire une phrase très simple mais très puissante. Dans les histoires d'amour, en fait, on fait souvent
l'erreur de croire qu'on tombe amoureux seulement d'une personne. La réalité, c'est que on ne tombe pas amoureux d'une personne, mais on tombe amoureux de la promesse qu'il y a derrière cette personne. On tombe amoureux également d'une promesse qui est attachée à cette personne. Une promesse de sécurité, une promesse de réparation, une promesse de validation, de présence, de repos, d'appartenance. Et c'est normal. Mais pour pouvoir aimer autrement, eh bien, ça commence quand tu vas te demander, est-ce que j'aime cette personne ou est-ce que j'espère qu'elle va faire quelque chose pour moi? Et qu'est-ce que j'espère qu'elle va faire pour moi? Et j'ai envie de te dire, si tu veux aller plus loin, quand j'espère qu'elle va faire quelque chose pour moi, est-ce que ce que j'espère qu'elle va faire pour moi, je ne peux pas le faire pour moi, moi-même? C'est-à-dire cette sécurité, cette réparation, validation, etc., etc. Est-ce que je ne peux pas le faire pour moi? Et souvent, vous allez voir que quand il y a des ruptures amoureuses très dures, très douloureuses, et qui durent longtemps et qui ne passent pas, vous allez vous rendre compte que souvent, ce que les cœurs brisés pleurent, ils ne sont plus en train de pleurer la personne. Ils sont en train de pleurer la promesse qui était attachée à cette personne. Et avec la rupture, ils doivent faire le deuil aussi des promesses qui étaient attachées avec eux. Ils ont aussi perdu leur espoir, leur peut-être une identité ou une nouvelle vie qui s'était construite au travers des promesses qui étaient en train de se réaliser, qu'ils allaient voir s'éclore. Ils ne font pas juste que pleurer l'histoire d'amour. Et souvent, quand ils vont prendre conscience que ce qu'ils pensent avoir perdu, ils peuvent se l'apporter eux-mêmes en travaillant sur eux, en travaillant sur leurs blessures, alors ils vont pouvoir commencer à guérir. La deuxième clé, c'est que quand tu choisis dans l'urgence euh, un compagnon, donc je pense un peu au love bombing, souvent ce n'est pas l'adulte en soi qui choisit, ce n'est pas rationnel, c'est souvent l'enfant intérieur qui choisit et c'est souvent d'autres motifs en soi qui choisissent. Donc la peur, le manque, l'angoisse de perdre et des blessures anciennes, pardon. Aimer autrement, c'est prendre le temps de ralentir, prendre le risque de perdre. Et la troisième clé importante, c'est de savoir que souvent, à cause des films, des chansons, enfin la culture en général, on a pensé que la passion amoureuse, le tourment amoureux, c'était de l'amour. Alors on a cru que le fait d'être dans une relation où il y a du calme, où il y a de la tranquillité, où il y a du repos, où il y a de la paix, alors ça veut dire qu'on n'aime pas. Et le fait de vivre de la paix, ça ne veut pas dire qu'il y a absence d'amour. Parfois, on ne ressent pas de sensations fortes, tout simplement parce que il n'y a pas d'adrénaline. Et il n'y a pas d'adrénaline, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de danger. Et ça, c'est un repère qui est très important.
Alors, je vais vous poser quelques questions et je voudrais que vous preniez le temps de respirer et d'y répondre avec honnêteté. Sur l'attraction, déjà, est-ce que, des questions à se poser à soi-même, est-ce que je suis plus attirée par la stabilité ou par l'intensité? Est-ce que parfois je n'ai pas tendance à confondre le fait de ressentir des papillons avec le fait de ressentir une alerte intérieure? En fait, ce que je prends pour des papillons est en fait mon corps qui est en train de m'alerter pour me dire dégage de là. Est-ce que j'ai appris à croire que s'il n'y a pas de sensation forte, ça veut dire que il n'y a pas d'amour? Ok. Deuxième vague de questions miroirs. Sur le manque. Quand je rencontre quelqu'un, est-ce que je viens pour aimer ou est-ce que je viens pour combler mes vides? Qu'est-ce que j'attends qu'une relation vienne réparer en moi? Troisième vague de questions sur mon rôle. Est-ce que je suis souvent le sauveur ou le sauvé? Est-ce que je me sens plus utile quand l'autre est fragile? Est-ce que je sais être aimé sans devoir prouver? Je reformule cette dernière question. Est-ce que pour sentir que j'aime quelqu'un, pour avoir l'impression que j'aime quelqu'un, j'ai besoin de prouver? Est-ce que lorsque je prouve mon amour, alors je sens que j'aime la personne? Ensuite, quatrième vague de questions sur la compétition. Qu'est-ce qui se passe en moi quand je suis comparée? Est-ce que je suis quelqu'un qui met la pression? Est-ce que je me dévalorise? Est-ce que je deviens agressive? Est-ce que je supporte de ne pas être choisie tout de suite? Sur la maturité, est-ce que je sais dialoguer quand c'est inconfortable? Est-ce que je fuis les discussions difficiles? Est-ce que je choisis la facilité ou la conscience? Et enfin, dernière vague de questions. Quand j'aime, est-ce que c'est mon adulte intérieur qui choisit? Donc, est-ce qu'il y a de la réflexion? Je fais un choix qui est réfléchi, posé, un choix qui est à la fois réfléchi et émotionnel? Ou est-ce que c'est ma blessure qui opère? Voilà. Alors, je termine avec une idée claire. L'amour mature, ce n'est pas l'absence de blessure. Bien sûr, quand on commence à voir
un âge mature, je vais dire aller à partir de 25-30 ans, et qu'on envisage donc de se poser pour vivre une relation amoureuse sérieuse, donc pourquoi pas se marier, fonder une famille. Bien sûr qu'on a vécu des blessures dans sa vie, on a un passé, même s'il n'est pas amoureux, il est familial, on a déjà eu à vivre des choses qui nous ont affectés et donc on a une blessure. Donc vivre une relation amoureuse mature, ça veut pas dire arriver dans cette relation en étant comme un sous-neuf, en n'ayant jamais rien vécu de sa vie et en n'ayant aucune blessure. Ce n'est pas ça. Mais il s'agit plutôt d'avoir la capacité de ne pas laisser la blessure conduire la relation. C'est-à-dire que tu peux être tout à fait insécure, mais sans contrôler. Tu peux avoir peur sans mettre la pression. Tu peux avoir souffert sans faire payer l'autre. Aimer, ça peut s'apprendre. Et quand on a vécu du trauma, de la trahison, du rejet, de l'abandon, on n'aime pas naturellement, avec fluidité. On aime avec les mécanismes qu'on a appris. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut désapprendre, on peut guérir, on peut se guérir et on peut choisir de fonctionner autrement, on peut choisir de vivre une relation amoureuse, mature, saine, et on peut choisir de ne pas répéter l'histoire de ses parents et on peut travailler sur soi-même. Et j'ai beaucoup aimé en fait Love is Blind. J'ai trouvé que c'était vraiment un, un bon terrain de travail et ça m'a donné l'idée de travailler dessus. Donc, on va faire ça ensemble, on va se retrouver régulièrement et je vais vous partager donc mes observations sur la base de ça, mais ça me donne de la matière en fait pour vous partager donc ce que j'ai observé et vous aider à vivre ces belles relations que je crois que vous méritez. Voilà. C'était l'œil du coach, donc l'épisode 1, avant la relation, ce que nous projetons en amour. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à faire 3 choses simples. Donc, la première des choses, abonne-toi. La deuxième, partage cet épisode à une personne qui en a besoin. Commente. Et en 3, écris-moi ce qui t'a le plus touché, quelle phrase t'a interpellé, t'a arrêté. Tu peux aussi nous partager une expérience, quelque chose. Et dans le prochain épisode, on va rentrer dans la première analyse, l'analyse du couple. Donc, on est d'accord qu'on est toujours dans les pods. Donc, du couple Chloé-Alexandre, ou comment reconnaître une base relationnelle plus sécurisée et ce que ça nous apprend sur la maturité émotionnelle. À très vite et surtout, prends soin de ton cœur. À bientôt. Bye bye. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Like, commente, abonne-toi, partage et enregistre. Et n'hésite pas à t'abonner sur la page si tu as aimé ce programme. Et on se retrouve très vite. À très bientôt. Bye bye.